Merci, Afsa. Je ne pensais pas que tu parlais de moi dans ton introduction. En tout cas, je commence par saluer tout le monde. Je vous salue comme on a l'habitude de le faire quand on est justement dans cette dynamique de vivre en harmonie avec tout le monde. Et comme aussi notre religion nous l'enseigne. Je souhaite que la paix soit en vous et qu'elle vous hante pour toute votre vie. Il n'y a que la paix qui puisse permettre à un être d'être heureux tout le temps, à tout moment, quelles que soient les circonstances. Donc, que la paix soit avec vous. C'est vrai que certains l'ont dit, mais d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Franchement, je parle sérieusement. Et mon bonheur, c'est celui d'être là parmi des gens que je connais, être des gens engagés. Et que je connais comme étant des gens généreux tout simplement. Mais surtout, d'être avec ceux-là qui, pour moi, au moment actuel, symbolise ce qu'on peut appeler l'excellence dans mon pays. Les meilleurs d'entre les jeunes aujourd'hui au lycée. Ça aussi, c'est un autre bonheur que j'ai d'être là. C'est ça qui justifie que je sois là, à l'heure indiquée, quittant Hambourg. Je ne suis pas venu avec mon épouse parce que j'ai laissé à Hambourg avec les enfants. Et après, je vais retourner à Hambourg pour les chercher et les ramener. Je ne voulais pas gâter leur week-end. Alors, donc, voilà pourquoi je suis là. Et je me disais, mais s'il n'y a qu'Absa pour organiser des manifestations un dimanche, en plus un dimanche matin. Mais j'en tire une leçon. Je trouve un symbole dans cela. C'est une façon de vous dire, vous n'avez plus le droit de trop dormir. On peut dire qu'à l'heure actuelle, peut-être la moitié de Dakar est encore au lit. C'est normal, après une semaine de labeur. Dur, difficile, un dimanche, on dit repos dominical. Il faut rester également aussi repos à domicile. Mais il y en a qui doivent faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. Il y en a qui n'ont plus le droit de dormir, surtout à des situations déterminées. Et vous, Africains, vous en faites partie. Et c'est ce symbole-là que je retiens de la planification d'un tel événement un dimanche, surtout matin. J'ai été aussi heureux, ça aussi c'est fait partie de mon bonheur, d'avoir entendu ceux qui ont pris ce micro avant moi. Je commence par Suleiman qui est sorti. J'ai rencontré une fois, c'est la deuxième fois je crois. Je suis par les réseaux sociaux tout ce qu'il fait d'extraordinaire, mais je n'ai pas encore eu le temps de discuter réellement avec vous. Et Absa, si tu entends que j'ai démissionné d'Oxfam pour être agriculteur, ce sera la faute à Suleiman. Parce qu'il nous a réveillés aujourd'hui aussi. Effectivement, on ne réfléchit pas beaucoup sur nos conditions. Sur quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Tchao, sur l'immensité de notre potentiel. Le potentiel que nous avons, surtout vous là, Africains. On va y revenir parce qu'on vous fait croire que vous êtes pauvres. Mais vous êtes loin d'être pauvres. Vous pouvez vous considérer comme étant les plus riches dans ce monde. Mais on ne vous a jamais enseigné ça à l'école. À l'école, on vous a enseigné qu'il faut essayer d'être comme les autres, que l'on considère comme être plus développés que vous. Et que vous devez même essayer de les rattraper. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Vous êtes plus riches que tout le monde ici. Parce que l'humanité a commencé ici, chez vous, en Afrique. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation mondiale, mais sa base, elle l'a trouvée ici. Donc n'ayez aucun complexe par rapport à n'importe quelle civilisation, fût-elle occidentale qu'on vous voit, parce que c'est vous qui avez fait cette civilisation à la base. Si vous revenez sur votre histoire,
Je sais que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà lu Cheikh Anta. Ce n'est pas évident, je sais, parce que Cheikh Anta n'est pas enseigné malheureusement, pas encore, mais ça va commencer. Mais faites l'effort de le lire parce qu'il a fait ce travail pour vous. Il vous a donné un raccourci pour mieux comprendre ce que chacun d'entre vous devrait faire son propre projet, c'est-à-dire commencer à savoir, mais qui suis-je? Je vais y revenir, parce qu'Absa m'a posé une question qui m'amène à parler de moi, ce que je ne souhaiterais pas, mais c'est pour juste peut-être mieux faire connaissance. Vous connaissez mon nom, donc qui sonne Polar bien sûr, donc j'ai mes origines au Fouta, hein, dans le Dimat originel que vous connaissez, de Eliman Boubacar, etc., de ceux qui ont fait la révolution Torodo en 1776. Donc je viens de là-bas. C'est pour ça que je dis souvent en empruntant les mots de mon cousin qui est poète pour dire que je suis né insoumis et comment voulez-vous que je me taise et comment voulez-vous que je me soumette? Ce n'est pas possible. C'est ce qui explique par ailleurs le tempérament que j'ai dans la société parce que souvent les gens m'appellent Sandikatou Khair. Et même là où je travaille, parce que je dis toujours non quand je pense qu'il faut dire non. Et je pense que c'est important, ça fait partie de moi ici aussi. Donc je suis à la base formé aux sciences sociales. Hein? C'est important de préciser que je suis d'abord à la base produit de l'école sénégalaise pure et dure, avant d'aller faire autre chose. Donc j'ai d'abord, après mon bac, que j'ai passé toute ma jeunesse à Mbour, hein, parce que mon père enseignant était affecté là-bas, etc. Donc finalement, il a même acheté sa maison là-bas, on est resté. Donc ensuite, j'ai fait la sociologie, maîtrise de sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, hein, pour ceux qui viennent de Saint-Louis. Donc ensuite, j'ai fait 3 ans de psychologie, la psychologie appliquée à l'orientation. Voyez-vous, ça c'est intéressant parce que moi je suis un professionnel de l'orientation scolaire et professionnelle. Parce que j'ai fait la psychologie appliquée à cela. Mais je vous dirais, mon propre chemin contredit toutes les théories d'orientation. Et souvent on dit que les cordonniers sont le plus mal chaussés. Quand je vous parlerai de ma trajectoire, vous allez dire qu'elle a été tout sauf linéaire. C'est comme ça. Parfois, chut, tu vas là-bas. Ensuite, tu reviens. Je crois plus au destin. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait management aussi, un master en management de projet, parce que je commençais à être vraiment dans les affaires. Il fallait avoir les rudiments du management pour pouvoir le faire. Et voilà, je continue. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille parce que j'étudie parce que je suis dans un programme de London School of Economy sur les questions d'inégalité entre donc, London School of Economy et l'Université de Cape Town. Mais j'ai commencé à interagir avec le reste du monde, à compléter bien sûr ma formation parce que j'ai été au Canada pour étudier les droits humains, j'ai été aux Pays-Bas à Wageningen pour étudier les Studies of Development. Et voilà, donc tout ça c'est après. Mais la première fois, je dis que j'ai quitté le Sénégal pour aller en Europe, c'était pour aller en France et c'était pour donner un cours à l'université Aix-en-Provence où j'étais invité comme conférencier chaque année. Donc pendant au moins 3 ans, j'allais chaque année au mois de septembre donner ce cours-là et revenir. Donc pour dire qu'il faut croire en vous surtout d'abord, c'est ça qui est important et ne soyez complexés devant rien du tout. Rien, que rien ne vous... bu leen dara yéem bu dara fees seen bët xam na ne lu am mën ngeen ko mën a jot parce que du leen jomb li leen war rek mooy ngeen def li ngeen war a def bu ngeen tollee ci jàng leen te bu leen ko fooye jàng leen rek bu leen def leneen bu leen tollee ci wut jox leen tous les moyens pour wuti li ngeen soxla ngeen ciblé ko dem jëli ko ngeen indi ko teg su li ngeen toll def leen lu mu laaj bu leen ko booleeg caaxaan bu leen ko bëgg leneen c'est tout simplement ça bu ngeen defee noonu xam leen ne àdduna yéen a ko moom lu leen neex ngeen def ci parce que kenn rek mooy joxe mu yàlla suñu borom te li mu yor du jeex ñëpp xaj na ji donc bul ñëwee kenn ne waa ji njëkk na ma ci affaire bi non 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 li mu am ñaanal ko mu yàgg ci gën ci sori parce que yow yàlla mën na la jox lu ëpp loolu affaire bi ndaw la mais c'est la façon dont on nous éduque la transmission
qui fait que finalement on croit que le monde, voilà, c'est sur la rareté. Ces théories économiques sont fausses. C'est la rareté du bien, etc. La Malthus, on vous parle de démographie. Mais non, c'est faux tout ça. C'est faux. Alors, parce que tout simplement, vous faites qu'un des, am nga tuuti loo xam ne yéen Sénégal am ngeen chance boobu parce que boo dul musulman te catholique donc xam ngeen lu yàlla wax te bu ñu wax science la rationalité elle est importante très importante parce que même dans les textes sacrés si vous lisez Dieu dit que je parle à ceux qui réfléchissent. Dieu dit je vous parle en parabole. Donc là, ce que j'ai créé déjà qui existe, il faut que vous découvrir. C'est pour ça qu'en science, on ne parle que de découvertes. La science évolue avec des séries de découvertes. Mais la science ne crée, n'invente rien. La réalité, elle est déjà là et diffuse. Quand Dieu vous crée, il a dit, je vous ai donné tous les noms. Maintenant, à vous de faire de sorte que vous ne soyez pas, parce que je sais que vous oubliez facilement. Donc tous les noms qui vous ont été donnés depuis que vous êtes venus ici, vous avez oublié presque l'essentiel. Et donc l'éducation, la recherche du savoir, ça vous permet de redécouvrir tout simplement ces noms-là. Et la science, c'est l'instrument qui nous permet de découvrir cette donc, nature infuse de notre réalité. Donc, c'est ça en fait. Donc, je suis des sciences sociales, management. Donc, finalement, j'ai fait beaucoup de choses. Droit humain, développement et économie actuellement aussi. Je continue sur ça. Surtout notamment les questions des inégalités. Qui sont des questions pertinentes qui finalement nous permettent de comprendre nos misères. Nous avons beaucoup de misères, mais dû à notre ignorance, tout simplement. Les misères qui expliquent que dans ce monde, il y a une poignée d'individus qui capitalisent toute la richesse du monde. Et les autres sont soit laissés pour compte, ou bien ceux qui sont au milieu sont des suiveurs, tout simplement, qui essaient de vivoter entre les deux. On peut dire la classe moyenne, la classe riche et la classe pauvre. C'est ça. Mais ça, c'est le produit de l'action humaine. À Thiès et au nord du Sénégal, toutes les régions, Saint-Louis, Matam. Donc il fallait aller sur le terrain. C'est là que j'ai commencé aussi à aimer le contact avec le terrain, avec les plus importants que ce que j'étais en train de faire, avec surtout des jeunes qui étaient dans les établissements. Alors on a créé des centres d'intégrité et citoyenneté active dans pas mal d'établissements à Thiès et au nord du Sénégal. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et tu commences, on te demande de parler de l'expérience, on t'invite à en parler un peu partout dans le monde, sur ce qu'on fait au Sénégal, etc. Et tu as le prix à l'étrier, jusqu'à ce que les gens me disent, bon, maintenant, je pense que toi, le travail que tu as fait et l'interface que tu as avec nos partenaires, on veut que tu sois le directeur exécutif du Forum civil. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à temps plein dans cette organisation, comme étant le directeur exécutif. Merci. Et donc, c'est un travail là-bas aussi que j'ai eu les premiers contacts avec une ONG comme Oxfam. En 2011, le premier programme qu'on avait démarré, c'était sur les questions de fiscalité. Vous voyez, aujourd'hui, on en parle là. Parce qu'il y a des années, dans ce pays-là, il n'y a que les inspecteurs impôts et domaines et du Trésor qui parlent de finances publiques. Et peut-être à l'université. Mais personne n'en parlait. Donc c'est là qu'on a commencé à monter un projet sur l'équité fiscale. Pour savoir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, dans ce pays-là, il y en a qui payent plus que d'autres des impôts et ceux-là reçoivent moins de l'État? C'est ce que je veux dire, va vous étonner. Vous savez, si on fait l'étude sur la fiscalité, on parle beaucoup du secteur privé. Pour vous dire qu'il faut démystifier tout ça. Mais au Sénégal, le secteur privé, globalement pris, ne contribue qu'à 10% sur la totalité des recettes fiscales reçues par l'État du Sénégal. 10%, pas plus. Et les 10% sont payés par une centaine d'entreprises. Et ces centaines d'entreprises-là, c'est plutôt des multinationales dans le secteur des télécommunications. C'est ça la réalité.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le budget du Sénégal est supporté par vos parents. Ah si, c'est les foyers, les ménages qui supportent le budget du travail. Parce que la pression fiscale, donc ça veut dire ce que vous payez comme impôt, qui est aujourd'hui de presque 20%, mais c'est supporté par les ménages. C'est-à-dire ce sont vos parents qui travaillent et à la fin du mois payent sur leur salaire l'impôt sur les revenus. Ou bien tout ce que vous payez comme TVA, c'est-à-dire 18% de la valeur qu'on ajoute sur chaque produit que vous achetez. Voilà ce qui constitue l'essentiel de ce que l'État a pour pouvoir développer ses politiques dans le Sénégal. C'est pour cela que vous n'avez pas le droit de vous taire non plus. Parce que c'est votre argent qui est utilisé pour être réinvesti vers vous. Donc vous avez le droit de dire que si cet argent est bien géré, est bien réinvesti ou pas. Parce que c'est votre argent, c'est votre cotisation quotidienne, mensuelle, annuelle, etc., qui est dans les caisses de l'État et qu'on utilise. C'est ça les politiques publiques. Ça a été intéressant. C'est comme ça que je travaille avec Oxfam. Et quand j'ai été amené à quitter le Forum Civil aussi, parce que parfois aussi, tout n'est pas facile dans la vie. Vous avez ce que vous voulez, mais il y en a qui sont à côté qui vous empêchent de tourner en rond. Parce qu'eux, ils ne regardent pas loin non plus. Ils pensent que ouais, vous êtes sur le bon truc, il faut qu'on essaie de vous créer des problèmes. Mais c'est surtout sur les principes, parce que l'adversité, c'est pas ça fait partie de nous, de notre quotidien, parce que tout est contradiction dans la vie. Devant lui, il y a toujours un non à côté. Devant le bien, il y a toujours le mal à côté. C'est ça la vie, les contradictions. Hein? C'est pour ça que j'aime bien l'analyse marxiste sur la dialectique. Hein? Il faut comprendre les choses telles quelles et tirer son épingle du jeu. C'est pour ça que j'aime aussi, souvent quand j'ai regardé le film The Great Debaters avec, vous connaissez, Denzel Washington, qui disait c'est ça, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des voix discordantes. Donc il faut laisser ces voix discordantes-là, elles font partie de l'attelage. Mais vous, suivez votre propre voix qui vient de l'intérieur de vous-même. C'est ça qui va vous mener plus loin. Mais l'autre, ça sera que vous dispersez. Donc, suivant ma propre voie, j'ai dit qu'il fallait donc quitter cette organisation-là, aller donc faire face à d'autres enjeux, parce que je savais qu'il y en avait beaucoup. Je le prenais comme ça, même en ne respectant pas cet autre conseil que me donnait ma grande sœur Oumoussi, artiste comme vous le savez, à l'époque qui était à Métis-Sakana, on discutait un peu ses ailes comme ça. Elle me dit, tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de branches. Il faut faire beaucoup de choses. Mais avant de lâcher une branche, il faut d'abord attraper l'autre. Mais moi, je n'avais pas fait ça. J'avais laissé cette branche, mais je vous dis, hein, je ne savais pas où est-ce que je trouverais la dépense quotidienne à la fin du mois. Je ne le savais pas. Il n'y a que le principe et une voix intérieure que j'ai. Si vous ne le faites pas, à la fin du mois, je ne suis plus le directeur exécutif. J'ai laissé apprécier jusqu'à la fin du mois, aucune réaction. Je suis venu, j'ai pris tous mes bagages. Les gens étaient étonnés. Alors je suis parti, j'ai dit donc ma démission est effective aujourd'hui. Mais comme je vous disais que je crois à l'immensité des possibles, et vous devez croire à l'immensité des possibles, parce que l'immensité des possibles ne vient que de Dieu. C'est comme si on attendait que je quitte là-bas pour que les opportunités tombent. Premier, Banque mondiale. Un contrat, tu es payé 1 million par mois, mais tu n'as même pas besoin de venir. Deuxième, PNUD. On doit aller former des jeunes en Côte d'Ivoire, des camps d'intégrité. Et la société civile mauritanienne sur la lutte contre la corruption, c'est toi qu'on veut. Tu as 2 contrats en même temps à gérer. Ensuite, 3 mois après, c'est qui Oxfam, oui. J'ai entendu que vous avez quitté là, au Forum Civil, oui. Mais on veut vous voir. Est-ce que vous voulez pour un entretien? J'ai dit, oh, Bastian, c'était celui qui était là. Franchement, là, j'étais dans une voiture d'ailleurs quand il m'appelait. Je rentrais de chez moi. Là, je suis occupé, je suis sur 2 choses à faire avec Banque mondiale, PNUD, etc. Il me dit, mais viens seulement, on va discuter. Alors, je viens, ils me disent, voilà, bon, on a ça, on cherche ce profil, comme il disait, on pense que c'est toi, quoi, parce qu'on a collaboré pendant des années ensemble, on sait ce que tu peux faire. J'ai dit, ok, mais je suis venu par courtoisie, mais je n'ai pas le temps.
Je dis, ok, c'est ce que ça veut dire que tu n'as pas le temps. Je fais ça, ça, ça. Je dis, ok, ça, c'est pas un problème. On peut faire un contrat où, tout simplement, tu viens juste nous donner 2 jours par semaine. J'ai dit, ok, on y va. Comme ça, j'ai 3 contrats. Ça fait beaucoup d'argent quand même, à la fin du mois. Mais il faut être raisonnable aussi. Il ne faut pas tout faire. Et je n'étais pas encore organisé comme cabinet pour faire travailler d'autres. Alors j'ai dit, je jongle avec ça un peu. Ensuite je me dis, non, il faut faire des choix. Parce qu'à Oxfam, tu as la possibilité, il faut faire un choix parce qu'il y a des conflits d'agenda. Parfois, PNUD veut que tu sois en Côte d'Ivoire, Oxfam veut que tu représentes à Nairobi, Banque mondiale dit, il y a une mission, etc. qui vient ici. Donc s'il y a clash d'agenda, c'est pas possible. Je dis, ok, il faut faire le choix. C'est comme ça que j'ai fait le choix pour me retrouver un salarié permanent à Oxfam, et donc, mais pour travailler toujours dans ce que j'aime faire au quotidien. Et là, aujourd'hui, je dis que je suis payé pour faire le travail que je ferais sans salaire, parce que c'est un travail tout simplement qui m'amène à amener les gens à aimer l'engagement citoyen, à amener les gens à aimer la transparence et la redevabilité, à également demander à ce que nos finances publiques et nos ressources naturelles soient mieux gérées au profit des populations. Donc c'est exactement le travail que je fais actuellement à Oxfam, ce qui fait que je parle beaucoup également, j'écris beaucoup d'articles, je dénonce souvent quand l'État fait des choses que je trouve que ce n'est pas normal, et on m'appelle ça n'est que tout khair. Pour ça que aussi je suis sur Facebook avec un nom de guerre, Dialagui, parce que je dis Eliman là, ça fait trop sérieux pour dire certaines choses. Donc Dialagui Khan, qui était aussi un surnom qu'on avait donné à mon propre parrain, qui est mon grand-père également, parce que c'était aussi un chef guerrier. Donc voilà, donc, ce que nous sommes en train de faire, et d'où est-ce que nous venons et là où nous sommes également. Maintenant, je voulais dire juste 2 mots sur ce que Absa m'a demandé de partager avec vous sur l'engagement citoyen et le civisme. Je dis qu'en parlant de ça, je parle de vous et de votre milieu d'appartenance. C'est d'abord vous, une responsabilité individuelle de chacun. C'est aussi votre milieu d'appartenance, c'est comment vous contribuez à ce que votre communauté puisse évoluer, avancer, connaître le progrès économique et social, mais dans la justice et dans l'équité. C'est exactement ça que ce thème me donne. C'est d'abord vous, votre personnalité et votre responsabilité individuelle. Vous devez savoir ce que c'est qu'être un citoyen d'abord. Ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité. C'est là que tu t'inscris, on te donne. Être un citoyen, c'est d'abord être conscient que moi, j'ai une mission et une responsabilité individuelle qui ne concerne que moi, que je dois évoluer partout, même quand je suis seul dans ma chambre pour réfléchir sur ce que je fais au quotidien. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ça respecte la liberté des autres ou pas? Est-ce que ça permet à mon pays d'avancer? C'est cela d'abord. Le concept, quand on en parle, c'est vrai, il est toujours lié à l'État. On parle de citoyen par rapport à l'État. Et si vous allez plus loin dans l'étude de la démocratie en Grèce, à l'époque, c'était citoyen, mais les nobles grecs, les barbares, ceux qui n'étaient pas grecs, n'étaient pas considérés comme des citoyens. C'est pour ça que mon ami Ndongo Sylla a fait un excellent livre pour montrer qu'on vous a toujours trompé en vous parlant de démocratie. Parce qu'on vous dit que la démocratie est née en Grèce, alors qu'en Grèce, il n'y avait pas de démocratie. Il y avait une démocratie pour un type de citoyen privilégié, et tout le reste était considéré comme des barbares, des esclaves, etc. Donc la citoyenneté, c'était par rapport à l'État. Donc celui qui est dans un État, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, un État laïque. Un État qu'on appelle démocratie sociale. Il faut vous demander ce que ça veut dire réellement, parce que pour moi c'est des redondances, ou bien c'est des pléonasmes, des répétitions inutiles d'idées. Parce que, voilà, mais tout est-il qu'on parle du peuple, pour le peuple, par le peuple, le pouvoir bien sûr. Donc quel est le type de pouvoir que le citoyen a par rapport à son État?
est-ce que ce type de pouvoir-là, il respecte donc les libertés de tout le monde? Est-ce que ça respecte le principe d'équité, etc., etc. Donc voilà toutes ces questions-là que vous vous posez. Mais le deuxième aspect sur l'engagement citoyen qui mène vers le civisme, c'est qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Et ça, c'est une question qui n'est pas banale. On a tendance à répéter, John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous faites pour votre pays. Mais dans les pratiques quotidiennes, est-ce que réellement, dans le contexte actuel du Sénégal, franchement, on prend en considération cela, ce que nous voulons faire pour notre pays? Moi, utilisant mes méthodes sociologiques, ce que je constate finalement, c'est que nous sommes dans une société où on se soucie peu de l'intérêt collectif, l'intérêt général. Ku si ne dafa bëgg am foo toj ku ne yaa ngi jéem a wut looy dóor pour nekk parce que foog ma tekki loolu la ñuy wax voilà comme ça. Donc c'est des visions purement égotistes que nous avons, et donc jusqu'au point de dire que je dois être mais l'autre ne doit pas exister. Donc jusqu'au point à écraser l'autre pour exister tout simplement. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. On est appelé à construire ce qu'on appelle ce commun vouloir de vivre ensemble. Moi, je dis cette commune nécessité de vivre ensemble. Parce que c'est une nécessité pour nous d'être ensemble. Parce que personne ne peut aller sans l'autre. Pas possible. Le Sénégal rek mooy da nga naan damay jéem a gën a njàccaar ñeneen ñi nax leen dem ñu topp sama kaw loolu du jëmee kenn fenn parce que on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, hein, tout le monde en même temps, tout le monde tout le temps, comme le dit l'autre adage. Donc il faut construire ensemble, et le civisme amène à cela, c'est-à-dire à considérer l'autre, à considérer sa part de contribution à ce que nous avons en commun pour que le progrès social soit le progrès de tout le monde ensemble. Voilà un peu sur cela. Maintenant, ce qui est important à voir pour comprendre pourquoi le civisme est important, c'est-à-dire cette position responsable qu'on a par rapport à sa société, c'est que le civisme ou l'incivisme a un coût, mais un coût dramatique, très dramatique. Je vais vous donner juste deux exemples. Le premier coût, il est un coût économique. Parce que le fait de ne pas respecter les règles, les lois dans un pays, d'installer l'anarchie, va un jour demander à ce que rectification et réparation soient faites. Et là, vous voyez le coût qui vient. Et ce n'est pas de petits sous. Hein. L'autre aspect, c'est quand on fait de la corruption, c'est parce qu'on n'est pas un bon citoyen, parce qu'on croit qu'on n'aime pas l'intérêt général. On voit juste ce que moi je peux gagner aujourd'hui. Même si c'est beaucoup de milliards, mais en même temps, je fais faire à toute une nation. Et quand je parle de nation, ce n'est pas seulement nous qui sommes là actuellement, mais c'est aussi les générations futures à venir. Parce que personne ne sait quand est-ce que ce sera la fin des temps ici. Mais les autres ont droit de vivre, d'utiliser les ressources que nous avons, qui sont là. Et si nous les gaspillons, nous les dilapidons, parce que quelqu'un vient me donner, moi, 50 milliards, parce que ce n'est rien pour quelqu'un comme une entreprise pétrolière qui fait des chiffres d'affaires de milliers, des milliards, de venir donner à quelqu'un 50 milliards pour qu'il lui signe un truc. Ces comportements d'incivisme, donc, ont un coût économique. Et un exemple que je peux vous donner terre à terre, je vous donne l'exemple de l'autoroute à péage. L'autoroute à péage, là. Je l'ai pris ce matin, je vais le prendre tout à l'heure pour aller chercher ma famille. Je paye 2 fois 6 000 francs, ça fait 12 000 francs. C'est rien. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'entre Pikine et Kermassar, ça a coûté près de 300 milliards. Est-ce que vous savez que sur les 300 milliards, les 100 milliards ont été utilisés pour déplacer des gens qui étaient installés dans une voie de façon irrégulière? Vous entendez parler de Pikine irrégulier. 100 milliards, plus de 100 milliards, quoi que c'est 120 quelque chose milliards. L'État du Sénégal l'a dépassé pour déplacer des gens qui sont venus s'installer là où ils n'auraient jamais dû s'installer. Tu vois, quand on occupe illégalement l'espace populaire, l'espace public, ça c'est de l'incivisme.
On n'a pas le droit d'être là. C'est la voie publique. Tout le monde doit y passer, soit des véhicules ou bien les piétons. Et toi, tu viens, tu t'installes. Tu fais ton business. Tu gagnes de l'argent quand même. Mais tu gagnes de l'argent là où, sur ce qui appartient à tout le monde. Ou bien tu mets même une maison. Mais l'État, disant qu'il n'a pas les moyens d'avoir suffisamment de fonctionnaires pour contrôler, laisse faire. Et un jour, on doit faire une grande infrastructure. Il faut quand même, en plus du coût de l'infrastructure, qu'on paye le tiers de ce coût-là pour réparer des comportements inciviques qu'ont eu certaines populations. Voilà un coût économique, c'est un exemple. Et tous les autres programmes que vous voyez, il y a ce qu'on appelle la partie, comment dirais-je, enlèvement des emprises, mais qui coûte beaucoup. Ils recrutent des sociologues pour discuter les gens, pour savoir comment le faire, etc., etc. Mais donc, si au départ, on avait respecté les règles, on ne serait pas amené à payer cela. Alors, le deuxième niveau de coût de l'incivisme, qui est un coût dramatique, plus dramatique, parce que là, c'est un coût humain, parce que quels que soient les milliards qu'on dépense, il n'y a rien qui vaut la vie d'un individu. Rien. Même si c'était tout le PIB du monde mondial, ça ne vaut pas la vie d'un être individu. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous dit ne tuez point. Et si vous tuez, vous arrêtez d'être parmi les nôtres. Donc l'individu est sacré, c'est sa dignité qu'il faut d'abord préserver avant tout. Et son intégrité physique et morale. C'est ça qui doit être le but de tout engagement. Mais donc, j'étais à Hambourg, donc hier aussi j'étais là-bas, parce qu'on avait organisé une marche. Vous avez entendu certainement de la marche silencieuse des Mbourois, suite à ce qui s'est passé au stade d'Emba Diop. 8 jeunes Mbourois, comme vous, hein, jeunes. Il y en a un qui vient de réussir son BFM. Il est parti. J'ai vu son père hier. C'est émouvant. C'est terrible. Mais comment ces jeunes-là sont morts? Mais à cause de l'incivisme, encore une fois. À cause de l'incivisme, de l'irresponsabilité des autorités, mais de l'irresponsabilité également d'un certain type de leadership qui encadre les populations pour les amener dans des lieux publics comme un stade de football. Ça encore, voilà un autre coup de l'incivisme. Des personnes tuées, 8. 300 personnes grièvement blessées, on ne sait pas. On prie pour que ça s'arrête sur les 8. Mais il y a des blessés graves. Une infrastructure de sport perdue. Voyez-vous, tous ces coups-là, qui sont liés tout simplement à l'incivisme, à l'absence de responsabilité. Et donc voilà un peu, je voulais vous montrer ces coups-là, pour vous dire que quand on parle de civisme, ce n'est pas des vrais mots. Ce n'est pas quand les gens vous appellent « ouais, soyez de bons citoyens », ce n'est pas ça. C'est plus loin que ça. Il faut une analyse systémique pour considérer tout ce que l'absence de comportement responsable à un temps T peut avoir comme conséquence sur votre vie et sur la vie de l'avenir de pas mal d'autres personnes. Voilà un peu ce que je voulais partager, mais je ne finirai pas sans donner au moins 3 pistes.